Bonjour à tous et merci d'avoir été plus de 150 personnes à vous être inscrits à ce webinaire, donc qui est consacré à la prévention et à la protection concernant les médicaments à caractère dangereux. Je m'appelle Gérard Bouquet, je suis senior advisor dans le cabinet Medis Fédéo et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire qui va donc se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, 40 minutes d'intervention suivi de 20 minutes de questions-réponses et de conclusions. Et je vous remercie de bien vouloir poser vos questions via le chat. Elles seront traitées à l'issue de l'intervention des orateurs. La bande-annonce que vous avez pu regarder pendant votre attente évoquait la contamination par les agents chimiques. Et le webinaire d'aujourd'hui se consacrera directement aux risques associés à la manipulation des médicaments à caractère dangereux et plus particulièrement lors de leur administration par les professionnels de santé tels que les infirmiers. Ces médicaments ont fait l'objet de recommandations européennes après de longs débats, de longues tergiversations, qui ont été votées le 28 avril 2023 et elles ont été publiées le 21 août 2023. Et notre premier intervenant, le docteur Johan van der Broek, qui est ancien président de l'ISOP, l'International Society of Oncology Pharmacy Practitioners, et président du think tank Cytoprevent, le docteur Jonathan Brook va évoquer le cheminement de ces recommandations au sein des instances européennes, ainsi que les caractéristiques des médicaments à caractère dangereux. Johan, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Gérard a dit, le 24 avril 2023, la Commission européenne a publié une série de recommandations pour réduire l'exposition aux médicaments à caractère dangereux, dits MCD, dans le cadre professionnel. Ces recommandations s'inscrivent en complément d'une directive publiée en 2004 dont le but de sensibiliser aux risques liés au MCD et d'accroître l'adoption de bonnes pratiques pour leur manipulation. Ce fut un processus long et complexe. En 2016, une réunion au sein de la Commission européenne était organisée, y compris des représentants des infirmières, des pharmaciens, des syndicats et d'autres organisations. En 2020, la Commission européenne a ordonné une étude sur les options de protection vis-à-vis des médicaments à caractère dangereux en couvrant tous les pays de l'Union européenne. 25 partenaires ont participé à cette étude et 2 case studies ont été réalisés, incluant l'hôpital universitaire de Gand en Belgique et l'hôpital polytechnique et universitaire de Valence en Espagne. Ces 2 case studies montrent en détail et étape par étape le développement d'une politique de sécurité, qu'elle soit matérielle, humaine ou financière. Et vous, sur votre écran, vous voyez l'adresse pour télécharger ce document. Ces dernières années, successivement en tant que pharmacien responsable de la production de l'hôpital universitaire de Gand, le président de l'ISOP et puis de Cytoprevent, j'ai eu l'occasion d'interagir avec les différents comités en charge d'élaboration de la dernière liste de recommandations. Ces recommandations s'adressent à toutes les organisations publiques ou privées et fournissent des informations pratiques au personnel de santé, aux employeurs, aux experts en sécurité, aux médecins du travail et au pouvoir public. Au cours de ce webinaire, après vous avoir exposé les enjeux sanitaires liés au MCD,
Les intervenants suivants aborderont d'autres aspects tels que la sécurisation de l'environnement de travail, l'évaluation des risques et de l'exposition, l'éducation de la formation du personnel. Et bien sûr, nous conclurons sur l'importance d'adopter au plus vite en France et ailleurs ces bonnes pratiques de gestion des MCD pour garantir la meilleure production pour les professionnels. La définition légale du MCD a maintenant été formellement inclus dans le corps de la directive dite CMRD, Carcinogens, Mutagens and Reproductive Substance Directive. Ceci représente une avancée importante qui favorise la sensibilisation de tous les acteurs concernés par la sécurité du travail. Les MCD sont des produits utilisés pour traiter des patients et peuvent provoquer des effets carcinogènes, mutagènes, reprotoxiques pour les personnes qui y sont exposées et les manipulant. En France, on estime à près de 100 000 le nombre de personnels exposés au MCD. Ce sont des infirmières, des pharmaciens, des médecins, mais aussi le personnel de nettoyage et du transport. Donc cela concerne les activités de fabrication, d'administration, de transport et de nettoyage. Les MCT sont normalement utilisés pour traiter les cancers, mais également pour soigner d'autres pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques et maladies auto-immunes. Il s'impose donc dans l'intérêt thérapeutique des patients. Ces produits utilisés pour les patients peuvent être toxiques pour les non-patients et surtout dans le cadre d'expositions régulières et prolongées. Cela impose donc des mesures de prévention, de protection et de suivi médical pour éviter les continuations qui existent selon 3 modes, c'est-à-dire la voie cutanée, la voie digestive ou la voie respiratoire. On identifie des risques immédiats comme l'irritation au niveau local, prurite, céphalée, mais aussi des risques retardés dans le domaine du cancer et de troubles de la grossesse comme l'infertilité, avortement, malformation fœtale, grossesse extra-utérine. En 2022, le European Trade Union Institute a publié une liste MCD qui pourrait servir dans le cadre de la prochaine version de la directive européenne prévue pour ou bien cette année ou bien l'an prochain. Avec cette reconnaissance formelle de MCD, l'Europe rejoint les États-Unis qui ont déjà mis une liste comparable, c'est-à-dire la liste NIOSH. Donc NIOSH est National Institute for Occupational Safety and Health. Mais dans l'immédiat, il appartient à chaque État de vérifier la liste MCD proposée par ces instances. Pour la France, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui élabore une telle liste. À ce jour, 130 médicaments ont été répertoriés ayant des propriétés dangereuses, classés en 2 catégories, le 1A ou 1B. Le 1A comprend les substances chimiques pour lesquelles il existe des preuves scientifiques constatées chez l'homme que la substance est connue pour être cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Le 1B comprend les substances chimiques pour lesquelles il existe des preuves scientifiques constatées chez l'animal. Il incombe à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé de ses employés et à déployer les politiques de sécurité et de santé au travail, ainsi que toutes les mesures pratiques de prévention, de protection et de maîtrise des risques liés au MCD. Il est important que les employeurs et leurs représentants créent un niveau élevé
de culture de sécurité qui anticipe les problèmes de manière proactive. Merci. Merci, merci Johan. Et que vous pouvez poser vos questions via le chat. Elles seront bien évidemment traitées à l'issue de l'intervention de l'ensemble des orateurs. N'hésitez pas, vos questions donc via le chat. Donc, une fois le cadre des textes et des produits fixés, il appartient maintenant au professeur Nicolas Simon, qui est pharmacien au CHU de Lille, de nous éclairer sur les mesures garantissant un environnement de travail suffisamment protecteur. Professeur, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Bouquet. Bonjour à tous. Merci, Johan, pour cette introduction et ce contexte clair sur les recommandations qui deviennent de plus en plus nombreuses sur ce sujet. Je vais donc présenter quelques données sur les risques d'exposition et puis les mesures de prévention, surtout à mettre en œuvre pour réduire cette exposition. Alors, cette présentation va se faire en 4 temps. D'abord, on va un petit peu faire le constat de où on peut trouver de la contamination cytotoxique dans les services de soins. J'ai éludé la question des pharmacies à usage intérieur parce que le temps ne me permettait pas de tout aborder. Quels sont les risques qui sont associés à la contamination par les cytotoxiques? Là aussi, on va aller relativement vite. Il y a quelques données sur des risques biologiques, finalement peu de données récentes sur le risque clinique, et puis les outils de prévention de la contamination par ces cytotoxiques, et nous conclurons rapidement. Alors, où trouve-t-on de la contamination par les cytotoxiques dans les services de soins? Eh bien, on va dire quasiment à tous les endroits potentiels où se trouvent soit les poches ou les seringues qui contiennent ces cytotoxiques, et puis dans les zones à proximité des patients. Et comme vous pouvez le voir sur cette étude canadienne relativement récente, qu'il s'agisse d'hôpitaux de jour, outpatient clinic, ou de services hospitaliers, ou dans la pharmacie, on retrouve des quantités de différents cytotoxiques. Alors, il y en a 2 qui étaient suivis ici, le cyclophosphamide et la gemcitabine, dans des quantités qui sont souvent rendues en nanogrammes par centimètre carré. Il faut être vigilant quand on compare des résultats de différentes études, parce qu'ils ne sont pas toujours rendus dans les mêmes unités. Donc, il faut être vigilant par rapport à cela. Et la quantité qui est retrouvée ne présage en rien du risque d'exposition, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas de valeur limite reconnue à l'heure actuelle pour chaque anticancéreux et pour le cocktail d'anticancéreux qui est présent dans tel ou tel service. Et donc, ce qui sous-entend que ces valeurs que l'on retrouve sur les surfaces sont des valeurs indicatrices, peuvent être des valeurs de suivi, éventuellement de mesure de réduction de cette contamination, mais elles ne sont pas des valeurs qui permettent d'identifier un risque clinique pour le développement d'une pathologie quelconque chez un soignant. Alors, en résumé, on peut retrouver des traces de ces médicaments dans les salles de soins, surtout sur évidemment les plans de travail, où on va venir déposer les objets qui viennent de la pharmacie. Dans les chambres des patients, là où se trouvent les patients, sur les ponts, parce que la contamination est très souvent manuportée, donc elle se transmet à travers de surface en surface par les mains des soignants. Éventuellement sur le sol, s'il y a du liquide qui se répand d'une poche ou autre en cas d'un incident. Et puis dans les toilettes, bien sûr, parce que ces agents pharmacologiques sont excrétés par les voies naturelles. Et donc, on sait que les lieux d'aisance sont des lieux qui sont potentiellement contaminés par les urines ou les selles des patients qui sont présents dans nos hôpitaux. Alors, Johan a parlé de différentes voies de contamination. Elles existent les 3, effectivement. La voie cutanée est considérée comme la voie prépondérante. Et donc, il est fortement recommandé, comme première mesure barrière, de porter des gants dès que l'on porte un objet qui contient des cytotoxiques, une poche, une seringue, dès que l'on va faire un acte de pose, de dépose d'une perfusion d'un cathéter, ou quand on va aller changer les draps des patients, etc. Enfin, bref, la première mesure est donc de porter des gants. Alors, il y a une étude récente qui a été réalisée par l'INRS, qui est un institut de recherche sécurité
au travail et qui avait fait une étude dans plusieurs centres français pour évaluer le portage de certains agents anticancéreux de différents corps de métier de l'hôpital. Donc, des préparateurs en pharmacie, des pharmaciens, des infirmières, des aides-soignantes, les agents de service hospitaliers qui participent au nettoyage du service et des chambres, etc. Et puis les médecins. Et puis y compris d'autres corps de métier comme le personnel administratif, etc. Alors, on retrouve des traces de portage, donc le nombre de participants avec des urines positives dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de la pharmacie, qu'il s'agisse des services de soins, des agents qui participent au nettoyage des salles. Et puis, on n'en retrouve pas chez les médecins, mais il y a des études que l'on peut retrouver au niveau international qui montrent que dans certains services, certains médecins peuvent être aussi porteurs d'une contamination par ces agents cytotoxiques. Donc, la conclusion de cette étude, dont je n'ai pas mis tous les résultats bien sûr, mais c'est qu'on est toujours à risque d'être porteur d'une contamination par un agent cytotoxique quand on est au contact de ces agents et qu'il faut mettre en œuvre des méthodes barrières pour se prémunir de ce risque de contamination. Alors, une étude française qui a été également réalisée sur une série d'infirmières qui avait pour objectif de collecter les urines à différentes périodes réparties autour de la journée de travail, avant de prendre le poste, immédiatement après avoir sorti de son poste, et puis à distance du poste de travail, donc pour voir un petit peu la clairance de ces produits éventuels au cours du temps. Et donc on remarque que globalement, la période S2 par rapport à la période S3 montre effectivement des contaminations qui sont en proportion globalement identiques, mais qui supposent le fait que si on ne met pas en œuvre des mesures barrières et qu'on n'est pas vigilant au risque que l'on peut prendre à manipuler des produits dangereux, donc les MCD, les médicaments à caractère dangereux, comme le disait Johan, eh bien, on est à risque de se contaminer par ces médicaments. Et donc, encore une fois, ceci plaide pour la mise en œuvre de mesures barrières lorsque l'on est donc dans des services où on doit manipuler des médicaments cytotoxiques. Alors, je me suis arrêté dans le temps depuis 2022 sur les différentes recommandations qui existent, sachant que les premières ont été publiées il y a très longtemps maintenant, en 1981, dès la suite de la toute première publication qui a identifié un risque d'exposition aux substances mutagènes chez les infirmières justement qui manipulaient ces médicaments, donc c'était la fin des années 70. Il y a eu de très nombreuses recommandations. Avec le temps, elles sont devenues de plus en plus fréquentes à être mises à jour et publiées. Et je vous ai mis les dernières. Donc les recommandations de l'ISOP qui datent de 2022, sachant que la toute première version était déjà très détaillée, datait des années 2010 quelque part, donc déjà très détaillée sur la mise en œuvre des mesures à chaque étape de la prise en charge du médicament à caractère dangereux. Le ministère du Travail, l'ANSES, a évalué également des risques à l'exposition aux cytostatiques. L'ANSM, lorsqu'elle a remis à jour ces bonnes pratiques de préparation, a également mis à jour les recommandations de prise en charge de la préparation des médicaments à caractère dangereux. L'INRS a publié il y a quelques années maintenant des plaquettes que l'on retrouve assez facilement sur Internet, on les reverra tout à l'heure, pour justement mettre à disposition assez facilement du personnel soignant des mesures à mettre en œuvre dans les services de soins pour se protéger de cette exposition. Et puis le document de la Commission européenne dont Johan nous parlait il y a quelques minutes. Alors que nous dit ce document issu de l'INRS? Eh bien que le choix des gants est important. À la fois, il faut porter des gants, mais il faut choisir les gants. La substance qui fait le plus barrière vis-à-vis des contaminants chimiques est le nitrile. Donc, il est recommandé d'utiliser des gants non poudrés en nitrile. Et si on doit les changer, par exemple, quand on est dans une unité de production, toutes les 30 minutes, on est supposé changer de gants. Porter des surblouses anti-projection. Alors, par exemple, pour les gants, mais quand on change de chambre, évidemment, on change de gants, etc. Où on ne met pas les gants sur la pompe pour les réutiliser quand on va revenir retoucher la pompe pour un autre médicament, etc. Les surblouses anti-projection,
avec des manches serrées, avec des poignées hein, qui permettent de limiter le risque d'exposition cutanée, des masques anti-projection, des lunettes de protection, et puis attention au port et à la manipulation des poches de chimiothérapie ou des poches qui peuvent contenir éventuellement des excrétas ou le pistolet à urine, etc., etc. Donc tout ce qui est susceptible de contenir les urines ou les selles dans les quelques heures qui suivent l'administration est susceptible de contenir des métabolites plus ou moins actifs de ces médicaments à caractère dangereux. Alors, très rapidement, il y a eu plusieurs articles réalisés sur des mesures de protection à mettre en œuvre au moment de la préparation et de la manipulation de ces produits quand on doit les transférer du packaging de l'industriel vers la poche de perfusion ou vers la seringue. Et on montre que, en fonction du CSTD et du composé, la réduction de la contamination en verre n'est pas identique pour tous les médicaments. Mais en moyenne, dans cette étude, on avait montré qu'on réduisait de 50% le risque de contamination de l'isolateur quand on avait utilisé le CSTD. Les résultats sont moyennés sur 6 mois d'études. Et puis, il y a une étude qui a été faite par des confrères de Saint-Étienne qui, après avoir implémenté dans leur service de soins des perfuseurs avec option de rinçage intégrée et pour séquencer l'administration du cytotoxique, puis le rinçage et puis éventuellement un deuxième cytotoxique, etc., ont montré que le taux de contamination sur les gants, après avoir implémenté ces fameux systèmes de perfusion en système clos, qui s'appelle un nouvel acronyme depuis 2-3 ans qui est le CSSA, nous montre que le taux de contamination sur les gants du personnel soignant est largement inférieur à celui que l'on a avec des systèmes de perfusion classiques. Donc il existe des dispositifs médicaux qui nous permettent de réduire le risque d'exposition au moment de la préparation et au moment de l'administration, et qui sont plutôt à privilégier, bien sûr, pour réduire le risque d'exposition du personnel et pharmaceutique et soignant. Alors, en conclusion, il existe une contamination environnementale dans les services hospitaliers par les médicaments cytotoxiques. Divers articles le montrent, avec des quantités variables, des quantités différentes. Encore une fois, comme il n'y a pas de valeur limite d'exposition, il est plutôt raisonnable de cibler la valeur la plus faible. Alors, la cible absolue, c'est 0. Bien évidemment, on ne l'atteint pas, mais il faut toujours être dans la charge de contamination la plus faible possible, avec des mesures de protection à adopter, le port d'équipements individuels, la formation. Et plusieurs études montrent que la formation est indispensable pour que les gens aient conscience du risque, aient conscience de la nécessité de se protéger vis-à-vis du risque pour pouvoir réduire finalement leur exposition potentielle. Vérifier le respect des procédures au quotidien, ça c'est aussi très important, bien sûr, parce qu'il peut toujours y avoir des déviations par rapport aux procédures mises en place dans les services de soins. Le recours aux dispositifs médicaux pour la préparation, mais aussi pour l'administration, est aussi largement préconisé. Et puis, bien sûr, et pouvoir discuter éventuellement des mesures de décontamination. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à l'intervenant. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle également à tous les participants qu'ils doivent poser des questions sur le chat et nous y répondrons en fin de session. Donc, après ce point fait par le professeur Simon, nous allons encore aller plus loin dans les enjeux de protection par rapport aux médicaments à caractère dangereux, c'est-à-dire les enjeux liés aux activités des professionnels et plus particulièrement pendant la phase d'administration. Et ces points vont être abordés par Madame Marie-Alix Marchal, qui est pharmacien hospitalier à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Madame Marchal, de prendre la parole. Bonjour à tous, donc, merci Monsieur Bouquet pour l'introduction. Donc, comme vous le disiez, Johan, en introduction, donc, aujourd'hui, l'ANSES a estimé à 130 molécules, médicaments à caractère dangereux sur, sur 3 groupes, donc carcinogènes, mutagènes et puis reprotoxiques. Donc on va voir un petit peu l'appréciation des risques et puis la sécurisation de l'administration qui peut être fait donc en service de soins. Donc tout d'abord, donc la culture de la qualité, donc il faut se dire que c'est une affaire de tous, donc avec un besoin de formation régulière, hein, parce que le risque en fait évolue et on s'aperçoit, plusieurs études le montrent, que la vigilance diminue au fur et à mesure de
d'activité. Une notion qui est importante, qui est précisée notamment dans le guide, européen, qui était présenté plus tôt, il faut absolument donc centraliser, au maximum quand on fait, de l'activité avec, des substances, dangereuses. Donc il faut un service dédié ou bien voilà, plusieurs services mais qui soient dédiés avec un personnel qui est positionné, donc qui est qualifié et donc centraliser au maximum l'activité et les acheminements qui pourront se faire entre la pharmacie et les services de soins. L'environnement aussi au sein, des postes de soins doit être propice donc, à un travail sécurisé avec une réflexion sur, l'ergonomie pour, minimiser donc le risque, des soignants. S'agissant du matériel donc, on a déjà vu, il passe par, le choix de dispositifs de sécurité que je vais vous présenter, plus tard. Également donc, la présence, des EPP, donc les équipements de protection individuelle. Il faut qu'ils soient donc disponibles, notamment, en nombre et en taille, donc c'est vrai que ça parfois, c'est un élément qui peut manquer, donc être vigilant à cette disponibilité et puis avoir aussi, des dispositifs qui soient dits à portée de main, voilà. Qui soient pas, dans des réserves, inaccessibles ou, très loin de, en fait, l'utilisateur. Avec une réévaluation fréquente de l'arsenal, donc ça pareil, c'est, dans la continuité de la gestion du risque. Donc juste pour vous dire, il y avait, l'European Oncology Nursing Society qui, en 2020, a fait une étude sur 129 infirmières, en service d'oncologie, donc en France. Ils avaient estimé que 87 des IDE, donc avaient accès aux recommandations, donc c'est sur l'administration des médicaments cytotoxiques, donc ça passe, voilà, là on voit vraiment la formation et puis, les procédures qui sont mises en place et puis seulement 38 ont déclaré qu'elles, respectaient pleinement ces recommandations. Donc on voit vraiment que la formation régulière et continue est importante avec une, derrière donc il faut voir si effectivement, le respect des, recommandations est mené et puis un quart des infirmières déclaraient ne pas avoir reçu de formation avant d'administrer des médicaments cytotoxiques. Donc voilà, c'est une information quand même, un quart, qui est, importante. Je vais reprendre donc, ce qui a été dit plus tôt donc, effectivement, l'exposition majeure, est cutanée donc, avec une, soit, un passage systémique donc via la barrière, dermique donc qui, sinon donc, effectivement des réactions locales qui peuvent être, de type allergique ou bien, même, des irritations et puis donc, on peut aussi effectivement voir, au niveau du risque donc, via le manuportage, une injection des traces de résidus par, les personnels soignants. Donc le schéma à côté reprend également, ce qui a été dit plus tôt avec, une localisation des résidus qui se trouvent donc, au niveau du patient, au niveau du branchement et puis, sur, les accoudoirs. Puis par ailleurs donc sur la potence, au sol et tout du long de la tubulure, du cytotoxique. Donc, on va faire un focus, voilà, sur l'administration intraveineuse et sur, la sécurisation de cette administration. Donc ça passera par l'habillage et puis, on verra les différentes étapes, qui peuvent exposer à un risque. Donc les EPI comme dit plus tôt, ils passent notamment donc, en priorité pardon, avec le port de gants, donc des gants non poudrés. Et donc, avec différents, matériaux, mais voilà, il ne faut pas de vinyle. Donc ça, c'est vraiment la notion à retenir, pas de vinyle et non poudré. Par ailleurs donc, les blouses et surblouses donc sont recommandées, hein, pour protéger le professionnel, l'infirmier. Le port du masque et puis, si le risque existe, voilà, pour, toutes les molécules volatiles, donc la présence de lunettes de protection à disposition du personnel. Donc il faut vraiment réinsister sur, ces éléments de protection donc, tout au long, de la formation et puis, par la suite, parce qu'on repère donc, une baisse de la vigilance au fil du temps.
Pour le montage donc de la ligne de perfusion, donc les recommandations donc demandent à ce que, dans l'unité de préparation de la poche, donc la pharmacie, la tubulure soit purgée avec un solvant neutre. Voilà, donc en poste de soins, on reçoit une poche qui est déjà prémontée avec une tubulure purgée. S'agissant du montage, que je présenterai après, donc l'élément, important à avoir en tête, c'est il faut éviter au maximum une déconnexion de la ligne. Donc, autant que possible, on garde le système dans son intégralité et on ne procède pas à de déconnexions qui sont donc à risque et donc, il y a, une formation accrue à faire au niveau des infirmiers qui sont à domicile ou bien, de la HAD, voilà, sur, ce système, de déconnexion pour le faire en toute sécurité. Par ailleurs, ce qu'il est recommandé, c'est d'utiliser un luer lock et donc pas de luer simple et évidemment, les aiguilles sont proscrites, donc pour l'utilisation des molécules dangereuses. Donc l'administration, de ces produits demande à ce que, les volumes résiduels soient les plus minces possibles, donc avec, le choix de lignes d'administration qui minimisent, ces volumes résiduels pour, en bout de ligne, se retrouver, avec une contamination la plus minimale possible. Et donc bien sûr, quand on parle, de molécules cytotoxiques, il faut retenir aussi, la comptabilité contenant-contenu qui peut intervenir avec, le choix des tubulures et des matériaux qui les composent. Donc aujourd'hui, dans le montage, 2 systèmes, possibles majoritaires sont retrouvés. Donc on peut utiliser un connecteur en Y, donc ça c'est la pharmacie donc qui le met en place avec, donc une poche de solvant d'un côté et la poche, de chimio de l'autre côté. Donc c'est un système qui permet une administration et le système peut être purgé ou non, sachant qu'il est préconnecté, au préalable. Et par ailleurs, donc ce qui se voit le plus, c'est les arbres d'administration, donc qui permettent des multi-administrations de 1 à 6 molécules, donc de manière consécutive, selon le protocole, choisi et donc ça permet, d'avoir, hem, un système où il n'y a pas de déconnexion avant la toute fin, du protocole. Donc aujourd'hui, il y a, des systèmes qui existent, et qui sont, parfois mis en place dans certaines unités où on va en fait, sur un système clos sécurisé, brancher et débrancher les poches au fur et à mesure du protocole, mais c'est quelque chose qui est à la marge pour le moment en tout cas. Pour le rinçage de la ligne de perfusion, donc une étape clé, dans l'administration, des cytotoxiques. Donc ce rinçage doit permettre, effectivement que la molécule administrée au patient soit la plus complète possible et puis, d'avoir un système de sécurité pour l'infirmier qui va déconnecter la ligne avec en bout de ligne donc, une molécule qui se rapprochera le plus possible du solvant, de rinçage. Donc, ce solvant doit être administré avec un même débit que celui du cytotoxique qui a été, administré juste avant. Donc si le montage est fait avec un arbre, donc il faut bien évaluer le volume, de solvant nécessaire avec effectivement le volume, mort de la tubulure. Nous, sur la PHP où mon hôpital se trouve, donc il y a les recommandations en interne, il y a un minimum de 50 ml de solvant de rinçage qui est demandé. Le guide européen donc, qui a été présenté plus tôt, lui, demande 100 ml minimum de rinçage donc, voilà. Nous, ce qu'on avait étudié sur l'hôpital Saint-Louis, où j'étais, précédemment, c'est que malgré l'utilisation parfois de poches de 100 ml, le la il y a pas de garantie de 100 de rinçage optimal. On retrouve toujours des résidus, dans la ligne de tubulure et donc du coup, voilà, il faut
Il faut rester vigilant malgré un raçage qui peut être important de la ligne. Donc comme on l'a dit, effectivement, c'est juste une petite diapo sur l'élimination des déchets. Donc, le le risque, va jusque-là. Donc il faut effectivement, qu'un circuit, soit protocolisé, donc qu'il soit pas de la filière des DAOM. Donc le montage doit être jeté dans la filière DASRI. Ah donc, il faut, être vigilant à cela. Et l'habillage également de l'infirmière doit être jeté en DASRI avec une formation également à, comment enlever ses gants, par l'infirmière, donc qui est importante à faire. Donc pour les excrétas, voilà, ça vous a été présenté également, dans par le juste avant. Donc on en vient à la place des systèmes clos. Donc, les systèmes clos au début, c'était surtout pour le transfert côté, pharmacie, donc pour la préparation. Et puis depuis, donc quelques années, on voit le nouveau terme CSSA, donc comme on vous l'a présenté, qui arrive et donc qui traite plus de la partie administration sécurisée, donc côté infirmier. Donc effectivement, quid des résidus restants? Parce que différentes études donc montrent que, les tubulures présentent donc des résidus malgré un rinçage optimal. Donc aujourd'hui, comme ça a été dit, il n'y a pas de seuil d'alerte de toxicité avec des études validées in vivo. Donc ne connaissant pas ce seuil d'alerte de toxicité clinique, on doit prévenir le risque au maximum. Et donc un des facteurs qui pourrait prévenir ce risque, voilà, c'est l'utilisation de ces, systèmes. Donc, on voit notamment une utilisation qui pourrait se faire au niveau des seringues où la molécule est pure et puis les diffuseurs où effectivement, il n'y a pas de rinçage qui est effectué après, l'administration donc, du cytotoxique par un diffuseur. Donc le guide européen, le rappelle, donc c'est juste à la discrétion, l'utilisation de ces systèmes clos est à la discrétion donc des établissements avec un choix qui doit être fait en local et aujourd'hui c'est, pas obligatoire donc d'utiliser ces systèmes et donc, on va voir de plus en plus de laboratoires se positionner avec des systèmes différents. Donc là je vous ai présenté, 2 systèmes de 2 laboratoires différents, mais il en existe, à peu près 5-6 sur le marché. Donc ça permettrait, des connexions sèches avec, une diminution du risque, sachant que ces dispositifs ne sont pas à 100 étanches. Donc il y a quand même un risque qui, perdure, même si effectivement il sera, réduit au maximum. Donc voilà, j'ai mis une petite bibliographie si des différentes études que je vous ai citées et je vous remercie, pour votre écoute. Je vous laisse la place, au prochain intervenant. Merci beaucoup, madame Marchal. Donc, je répète qu'il y a la possibilité toujours de poser des questions. Il y en a déjà un certain nombre qui sont arrivés. J'aurais dû à ce moment-là, passer la parole à madame la députée du Maine-et-Loire, madame Dupré-Chirat. Elle devait intervenir en conclusion des éclairages qui vous ont été apportés par les orateurs précédents. Mais il se trouve qu'elle est co-rapporteure de la mission d'information sur les services d'urgence psychiatrique et elle a été obligée, dans l'obligation d'honorer un déplacement aujourd'hui et donc elle ne pourra pas être avec nous. Elle en est désolée et vous prie de l'excuser. Je vais donc tenter quand même d'exprimer ce qu'elle aurait pu vous dire au cours de son intervention et vous dire, forte de ses nombreuses années d'expérience de cadre supérieur de santé dans la fonction hospitalière et de responsable de la formation du personnel infirmier, et donc ce qui justifiait grandement son intervention. Elle aurait tout spécialement rappelé que dans le champ du cancer, les infirmières et infirmiers sont des intervenants cruciaux, car ce sont eux qui administrent aux patients leurs traitements, et que ces traitements sont très souvent des médicaments à caractère dangereux. Et c'est donc pourquoi la raison pour laquelle les instances européennes
ont formulé des recommandations en vue de protéger plus spécialement cette communauté d'acteurs. Ces nouvelles recommandations, qui font donc l'objet de ce webinaire, nous les devons à la très forte implication du professeur Véronique Triet-Lenoir, qui est oncologue de Lyon, qui a été également député européen et qui a été membre de la commission santé du Parlement européen. Et lors de la parution de ces recommandations, elle disait elle représente un soutien indispensable aux soignants qui sont en première ligne et doivent être protégés. Malheureusement, le professeur Véronique Triet-Lenoir n'aura pas pu constater l'effet bénéfique des recommandations car elle est décédée en août dernier. La bonne gestion des médicaments à risque, au-delà de ce qui vous a été présenté par les différents orateurs, tels que l'importance de la formation initiale et continue des personnels, la nécessité de maintenir un environnement de travail sécurisé, d'évaluer et d'analyser les risques et leurs conséquences. Tout cela exige également que les pratiques soient adaptées et intègrent les dispositifs qui sont facteurs d'une protection renforcée, à savoir, comme ça vous a été déjà dit, les équipements de protection individuelle, communément appelés EPI, et les systèmes clos sécurisés. Les recommandations européennes laissent l'utilisation des systèmes clos à la seule décision du management des établissements en fonction de leur appréciation des risques. Dans le cadre de la transposition de ces recommandations dans nos pratiques nationales, il semble cependant nécessaire que la décision des établissements soit plus formellement encadrée. Certains États, comme l'Espagne, ont déjà transposé ces réglementations dans leurs pratiques nationales en y intégrant l'utilisation systématique des systèmes clos. Et c'est à cette condition seule que l'on pourra affirmer que nous prenons soin de ceux qui nous soignent. Voilà donc quelques mots qui auraient pu vous être délivrés directement par Madame Nicole Dubré-Chirat. On va donc maintenant en venir aux questions. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais commencer par une question peut-être à Madame Marchal. Quel est votre avis sur l'unité d'une Charlotte pour l'administration? Cela paraît une chose préconisée. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, si on veut reprendre le guide européen, donc on parle que de surblouses. La Charlotte, n'est pas un EPI qui semble, impératif, en tout cas, dans les protections pour l'administration des cytotoxiques. D'accord. Alors, peut-être à vous-même et au professeur Simon, quid des tenues à usage multiple utilisées comme surblouse? Un circuit de blanchisserie possible? Est-ce une aberration? Mais comment gérer ce risque avec les contraintes environnementales liées à l'usage unique? C'est vrai qu'il y a de plus en plus au sein des établissements une réflexion sur un usage écologique des différents produits. Alors, une très bonne question. Je ne sais pas si Madame Marchal, vous vouliez répondre en premier. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question qui émerge de plus en plus avec, effectivement les contraintes environnementales. Il n'y a pas, il y a pas de risque, enfin avec le circuit de la blanchisserie, s'il est formalisé, c'est quelque chose qui peut se voir, mais aujourd'hui, en tout cas, on n'en est pas là. Je pourrais dire qu'à l'université de Gand, dans le temps, nous avions un contrat avec une blanchisserie et donc un circuit à part avec double ou même triple lavage séparé des autres draps ou des autres vêtements. Donc ça a été fait comme ça, c'était assez cher, il faut le dire, mais comme ça, on évite quand même l'usage unique de tous ces vêtements et des choses. Alors, il est vrai qu'on a des circuits à part. Nous, on en a mis un en place pour unité de production, de préparation de cytotoxiques, mais c'est vrai qu'on n'en a pas déployé pour les services de soins, qui sont très nombreux d'ailleurs. Bon,
Le problème, c'est qu'à force de mettre beaucoup de contraintes, on ne sait plus tellement quelles sont les contraintes qui sont prioritaires. Si on considère qu'il y a un véritable risque à l'exposition, je pense qu'il vaut mieux mettre une surblouse sur les tenues qui sont apportées par l'établissement. Du coup, ça empêche la tenue d'être contaminée par le cytotoxique, puisqu'en fait, la surblouse, ensuite, on la jette. Bon, effectivement, il y a sans doute des contraintes environnementales par ailleurs. Maintenant, je pense qu'il est difficile de mettre tout dans la même équation, au même niveau, en disant qu'il faut faire attention à tout. Mais effectivement, je pense qu'il est important de penser à la protection de l'opérateur, et donc la surblouse me paraît quand même indispensable. Merci. Une autre question, peut-être pour le professeur Simon. Du point de vue pharmaceutique, que faire alors que certains produits ne sont toujours et encore que manipulables à l'aiguille? Alors, on ne manipule déjà pas le produit tout seul, comme ça, à l'air libre, on le manipule dans des enceintes de préparation. Ensuite, il y a les conditions opératoires. Effectivement, tous les produits ne sont pas manipulables à l'aiguille, certes. Alors, il y a différents risques au niveau de la préparation. Un, le risque effectivement de se piquer. Bon, donc il existe des aiguilles à pointe qu'on appelle des pointes mousse. Alors, elles ne sont pas mousseuses, elles ne sont pas soft, elles sont juste un biseau plus ouvert. Mais il existe aussi des conditions de manipulation, et c'est là qu'on en revient au même plan que pour les infirmières sur la formation. Il doit y avoir un accompagnement à la formation des préparateurs pour que lorsque l'on utilise un médicament qu'on prépare un médicament qui ne préparé qu'avec une aiguille, il y a une réduction très forte du risque d'aérosolisation au moment de la préparation. Après, ce que l'on a fait, nous, quand on est passé au système clos, on n'avait vraiment plus que quelques préparations qui nécessitaient les aiguilles. L'accès aux tout petits flacons de vincristine, notamment. Bon. Et puis, quand on faisait les seringues pour la chimio-embolisation, effectivement, on utilisait des aiguilles pour les intrarachidiennes. Bon, du coup, quand on doit préparer ce type de médicaments, ben, on doit redoubler de vigilance, on doit être très attentif à ce que l'on fait, vraiment être très prudent sur les risques que l'on a identifiés. Et puis, c'est comme ça que ça passera mieux. Merci. Une question pour Madame Marchal. Avec un triple lavage, l'impact écologique est-il réellement réduit? Je pense que ça fait écho peut-être à ce que disait Johan par rapport au traitement qui était fait à la blanchisserie, non? Dans son établissement? Oui, c'était pour, pardon, Johan, je ne sais pas. La blanchisserie a fait quelques tests, mais bien sûr pas sur tous les produits. Et ça leur convient, et ça leur convient pour un taux de contamination qu'ils acceptent. Mais aussi leur personnel était donc tout à fait protégé en manipulant les draps et les vêtements. Mais s'il fait vraiment réduit jusqu'à 0, alors là, c'est toujours impossible parce qu'on ne peut pas tester tous les produits qui sont impactés. Ok, merci Johan. Une autre question. Le manipulateur et l'administrateur, je pense que ont la même protection lors de la manipulation des cytotoxiques et les thérapies ciblées et les thérapies innovantes. Oui, je pense que ça veut dire, est-ce que les nouvelles thérapies, les nouveaux médicaments innovants qui sont à caractère toxique nécessitent le même type de protection que les cytotoxiques, ou faut-il envisager d'autres types de protection? Je dirais auparavant que l'aspect prévention est primordial ici dans cette question. Comme la liste NIOSH ne comprend que les substances chimiques, mais pas biologiques ou autres, on n'a pas de ressources maintenant pour dire qu'un produit est vraiment toxique et un autre n'est pas toxique.
Donc, dans ce cadre-là, je dirais que oui, en effet, dans le cadre de la prévention, il faut considérer ces nouveaux produits comme des cytostatiques et donc prendre toutes les mesures possibles. Je rejoins Johan, effectivement, pour côté administration, pareil, je pense qu'il ne faut pas distinguer et avoir un même circuit de prévention du risque pour voilà, éviter des procédures différentes en fonction de si c'est un cytotoxique, une thérapie ciblée ou bien une immunothérapie. Et en plus, je voudrais dire que c'était vraiment le meilleur de aussi faire toutes les préparations de ces produits-là dans la pharmacie centralisée, pas sur les services. Tout à fait. Très bien, merci. Alors là, attendez, j'arrive pas à la publier. Ah. Voilà, vous utilisez des systèmes clos dans l'isolateur pour l'interrogation. Existe-t-il des recommandations en ce sens? Alors, oui, il existe des recommandations qui préconisent l'utilisation des systèmes clos. Ce n'est pas une obligation, en tout cas en France, ça a déjà été dit. Mais plus on réduit la contamination dans l'enceinte de préparation, plus on réduit le risque de la transloquer par ailleurs. Alors, il faut différencier les hôtes des isolateurs, parce que l'effet n'est sans doute pas identique. On a des articles assez anciens dans des hôtes. Les articles qu'on a fait chez nous concernent des isolateurs. Et on voit quand même qu'une partie de la contamination à l'extérieur des enceintes n'est pas liée qu'à la contamination de l'enceinte, voire dans certaines situations, elle peut être même un peu indépendante. Donc il faut voir le circuit du produit que l'on prépare dans sa globalité. Et effectivement, utiliser des systèmes clos permet de réduire le risque de contamination ou de contamination croisée sur les surfaces des autres médicaments que l'on prépare qui ne contiennent pas le médicament qu'on est en train de préparer. Mais oui, je confirme qu'il y a des recommandations. D'accord. Peut-être pour Madame Marchal. Comment traiter les déchets cytotoxiques, que ce soit lors de manipulation ou après l'administration? Alors il y a deux filières, donc la filière d'Astri, donc qui est plutôt pour la partie administration côté infirmier, une fois que la poche a été préparée et diluée. Et puis il y a un autre circuit pour tout ce qui est pur, donc soit la fin du flacon ou bien les quelques seringues ou préparations pures avec un degré d'exigence supérieur, notamment sur la combustion du déchet qui sera fait par la suite. D'accord. Et peut-être une suite, là, jeter les surblouses dans les dasseries génère des déchets, donc des hausses de coûts. Je ne sais pas comment on peut réagir à cette question, à ce commentaire, qui est plutôt un commentaire. Bah, oui, ça génère des coûts, mais enfin, dans la mesure où l'objectif est quand même de protéger les opérateurs, Voilà. bon, bah, oui, acheter des CSTD, ça augmente les coûts, avoir des systèmes de perfusion sécurisés, ça augmente les coûts. Bien évidemment, si on ajoute les déchets chimiques, la filière déchets chimiques, c'est un coût considérable pour les établissements, bien sûr. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, s'il y a un objectif de protéger les équipes, oui, ça va forcément avoir une incidence au moins faible sur les coûts. D'accord. Alors là, peut-être une dernière question. Quel système clos ou système de protection possible pour des seringues de 1 ml, bortezomib? Même question pour l'azacitidine, des seringues de 3 ml. Je ne sais pas si quelqu'un a réponse à ces questions. Le problème, ce sont des choix de centre, ce sont des choix plus ou moins d'expérience. Il n'y a pas de recommandation uniforme à la recommandation d'un système clos pour telle ou telle préparation. Donc, répondre de brut en blanc à cette question, c'est juste positionner un choix qui parfois est un choix contraint en fonction du prix du marché.
Donc c'est un peu compliqué d'apporter une réponse qui soit ferme en disant utilisez tel système clos vous protégera vis-à-vis du risque d'exposition à tel principe actif. Et d'ailleurs, et peut-être que les collègues réagiront, il y a des études pour différents systèmes clos publiés, mais pas tous, de méthodologies parfois différentes. Il n'y a pas d'études comparant directement ces différents systèmes clos. Donc, encore une fois, faire des choix, c'est faire un choix, mais qui a une objectivité qui n'est pas totale. Voilà. En tout cas, sur un plan scientifique. D'accord. Et peut-être la Oui, dernière. Oui, pardon, et puis, allez-y, Madame Marchal. oui, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Et puis, il y a aussi pour le choix, il y a aussi juste la manipulation du système clos. Suivant le laboratoire, ils ont des designs un petit peu différents. Donc, au-delà du volume de la seringue, il y a parfois aussi un système qui sera plus facile à utiliser qu'un autre, hein, par rapport à une équipe. Il y a effectivement l'ergonomie du système clos. Nous, on a utilisé un système clos pour lequel il y avait énormément de données scientifiques. Ça n'a pas empêché le fait d'avoir des problèmes dans l'isolateur, d'avoir des incidents liés, quelques incidents, mais les incidents de manipulation existent. Donc je pense qu'il faut voir la question à l'heure actuelle encore un peu plus large que juste tel système pour tel produit. À l'heure actuelle, on n'a pas du tout les réponses. D'accord. Et justement, une question concernant un système clos, utilisateur de kimono, petit temps supplémentaire pour la purge, mais bien accepté par l'équipe, étant donné la sécurisation que cela peut apporter. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire ou. C'est vrai que là, ça fait écho au volume mort, qu'il faudra à Oui, chaque fois bien prendre en compte, dans l'utilisation de ces systèmes clos. très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous pour ces réponses aux questions. Et je vais passer la parole à Bruno Zeytoun, qui est International Marketing Manager de Vigon, qui va donc conclure ce webinaire. Oui, merci Gérard pour votre intervention. Donc ainsi s'achève ce webinaire sur le thème de la prévention à la protection des personnels soignants. Je tiens à remercier nos orateurs pour la qualité de leurs interventions et les éclairages apportés sur ce sujet important. À ce titre, ils ont rappelé que pour réduire les risques d'exposition aux médicaments à caractère dangereux, la formation est un élément clé pour sensibiliser les soignants et les aides-soignants au risque d'exposition, qu'il est important d'identifier les zones à risque en service de soins, qu'il est important d'améliorer les mesures de décontamination, de vérifier le bon respect des procédures, tout en gardant à l'esprit que le rinçage en fin de perfusion n'élimine pas tous les résidus cytotoxiques, sans oublier bien sûr l'importance du port des équipements de protection individuelle et l'utilisation de systèmes clos sécurisés pour l'administration des chimiothérapies. La prévention contre les risques des maladies professionnelles constitue donc une priorité majeure dans le cadre de la politique de santé au travail et les récentes avancées réglementaires à l'échelon européen devraient permettre d'accélérer la mise en œuvre de ces recommandations au niveau local, au niveau des États membres. Voilà, si comme nous l'espérons, ce webinaire vous a plu, vous pourrez le revoir en intégralité via un lien que vous allez recevoir prochainement. En attendant, l'ensemble des collaborateurs Vigon reste à votre disposition pour vous présenter notre gamme de systèmes clos sécurisés Kimono. Et nous vous souhaitons une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire.